Radio J, il est 21h, enfant d'Abraham. Bonsoir, ici au micro Michel Zerbib, enfant d'Abraham, numéro 3. Le débat en direct sur Radio J sans tabou, mais dans la courtoisie qui sied à des enfants d'Abraham d'origine, de culture ou de pensée. Ce soir, on va se demander, avec nos trois invités, comment combattre les discours de haine dans ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs le nouveau monde, celui des GAFAM, des plateformes numériques, mais aussi des médias traditionnels de masse. Un nouveau monde qui semble parfois accroître l'extension du domaine de la bêtise, de la haine et du recul aussi de nos libertés. À la veille de l'investiture de Joe Biden, nous reviendrons sur l'un des mérites paradoxaux, on peut dire, de Donald Trump, c'est d'avoir jeté une lumière sur un débat nouveau et fondamental, le pouvoir des géants du numérique. Un pouvoir dont Twitter et Facebook ont fait usage pour suspendre le compte du président Trump, le compte personnel, pour incitation à la violence. On va en parler dans la première demi-heure de cette étonnante mesure de censure considérée par les uns comme de salubrité et d'autres comme une atteinte à la liberté dangereuse et sans précédent. Ces plateformes numériques qui se disaient seulement hébergeurs et qui ne réagissaient pas beaucoup sur le déferlement des propos racistes, antisémites et complotistes, se comporterait-elle enfin en éditeur, c'est-à-dire contrôlant ce qui peut être dit ou non. En tous les cas, ce pouvoir utilisé a donné le vertige au patron de Twitter, Jack Dorsey. On y reviendra, d'autant que les GAFAM ont été moins hardis avec Erdogan et sa campagne d'épuration ethnique contre les Kurdes et Ali Khamenei, l'Iranien, qui donnait sur Twitter son programme d'anéantissement de l'État d'Israël. Mais nous n'oublierons pas dans cette heure d'émission les médias de masse traditionnels et leur rôle dans la nécessaire lutte contre la propagande antisémite, notamment celui de contrer les discours de haine à l'endroit d'Israël. Avec nos enfants d'Abraham ce soir, que je suis ravi de recevoir, nous nous demanderons justement si les GAFA ont vraiment trop de pouvoir en France. Nous interrogerons ce que j'appelle l'ubérisation des discours et des actes de haine, entre Samuel Paty en passant à Mila, en passant par Deliveroo, et le traitement de l'information des grands médias. Donc on le disait, nos invités, je vous les présente tout de suite, ils sont là et nous sommes en direct pour évoquer ce sujet tout au long de cette heure d'information et d'émission. Avec cette question que nous posons dès à l'instant, c'est-à-dire en l'occurrence sur Twitter, vous pouvez aller sur la page Radio J Twitter, ça devrait devenir, j'espère, une habitude pour réagir sur cette page à notre question fil bleu de cette soirée. Est-ce que, justement, devant les discours de haine, la liberté d'expression, notre liberté d'expression, doit être contrôlée? Simone Rodan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice Europe de American Jewish Committee, qui est sans doute, on peut le dire, la plus grande organisation juive américaine. La plus grande, la plus importante, la plus internationale et la plus ancienne. Alors vous êtes vous-même formée en droit, en communication, en sciences politiques, vous êtes d'origine allemande et vous avez à la fois étudié en Angleterre et en France, bien évidemment. Vous avez, après une carrière dans la politique et le militantisme, vous avez donc pris cette direction de l'American Jewish Committee. On y reviendra dans quelques instants, parce que ça a des implications sur notre débat. Bonjour Mario Stasi. Bonjour monsieur. Mario Stasi, maître Mario Stasi, vous êtes avocat et vous présidez depuis 2017 la fameuse et vénérable LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Catholique, il en faut. Ben, oui. Donc un peu enfant d'Abraham. Vous êtes le premier d'ailleurs non-juif, on l'avait dit, à présider justement cette LICRA en remplacement d'Alain Jakubowicz. On va en reparler justement de ce rôle de la LICRA dans l'histoire et dans le présent. Bonjour Clément Velrenal, bonsoir. Bonsoir chers confrères. Voilà, Clément Velrenal, que nos auditeurs connaissent bien pour être journaliste, un bon spécialiste aussi du traitement justement dans les médias de la question du Proche-Orient, du conflit israélo-arabe. Et puis j'ajoute en un mot pour nos auditeurs que dans une affaire que vous aviez en justice, eh bien, elle s'est bien terminée pour vous puisqu'il y a eu la relaxe, c'est ça ? Non, vous parlez de l'affaire du mur des cons. Oui, celle d'hier au tribunal de Douai. Tout s'est très bien terminé, mais
on n'est pas là pour parler de ça parce que sinon on va dérouter l'émission sur des sujets qui n'ont rien à voir. En tous les cas, vous avez eu une je vais bonne très bien, je vous décision remercie de vous en inquérir. On est sur Radio J, je vous le rappelle, en direct sur le 94.8 FM et sur radioj.fr sur toutes les tablettes, les ordinateurs. Vous pouvez donc continuer à voter sur la page Radio J. On va rentrer dans le vif du sujet sur les discours de haine, la liberté d'expression qui doit être contrôlée ou pas. En l'occurrence, on est à la veille de l'investiture de Joe Biden. Aux États-Unis, vous êtes tous des acteurs engagés par nature. Et l'événement, il faut bien le dire, le plus spectaculaire au plan médiatique, c'est la suspension des comptes du président américain. On le disait tout à l'heure dans notre introduction. Alors, peut-être Simone Redan, puisque votre organisation a pris des positions politiques très importantes et sans précédent. Vous considérez que c'était une bonne mesure de censurer le président américain? Alors, tout d'abord, oui, nous avons pris une position sans précédent parce que pour la première fois, donc vos auditeurs doivent savoir, l'American Jewish Committee est une organisation apolitique ou transpolitique. On soutient jamais un parti politique, mais nous avons effectivement soutenu le impeachment du président Trump. Oui, c'est-à-dire que vous êtes allé plus loin. C'est pas seulement de dire qu'il était bon de l'avoir censuré. Vous avez apporté votre voix, celle de l'organisation American Jewish Committee, pour cette mesure d'impeachment. C'est une vraie implication aux États-Unis. Tout à fait. Ensuite, il y a la deuxième question sur laquelle, donc la suppression du compte Twitter, sur laquelle on n'a pas pris de position pour l'instant. Mais je suis très heureuse d'en parler aujourd'hui parce que je pense effectivement que cela pose des questions fondamentales, non seulement pour la démocratie américaine, non seulement sur la question du discours de haine en ligne aux États-Unis, mais également pour nous tous, c'est-à-dire tous les utilisateurs du monde entier des plateformes Internet. Voilà, c'est ce que nous faisons peut-être les auditeurs qui écoutent peut-être cette émission sur leur smartphone, leur tablette et qui peuvent réagir sur cette question. Clément Vellerenal, c'est un scandale, la censure au plus haut niveau d'un président américain. C'est un précédent historique. Oh, je ne sais pas si c'est un scandale. Si vous me demandez ce que j'en pense, personnellement, ça me paraît quand même une mesure qui n'a pas lieu d'être. À plus forte raison pour un président de la République ou pour un chef d'État. Il dit des choses inexactes. Eh bien, laissez-le dire des choses inexactes, laissez-le se déconsidérer auprès du public. Si effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui des GAFA, c'est les réseaux sociaux, si je comprends bien. Des GAFAM. Des GAFAM. Ouais, c'est les plateformes numériques les plus importantes aujourd'hui. C'est pas à eux de dire où est le vrai et où est le faux, où est le bon et où est le mauvais. Sinon, on va se profiler à l'horizon une société un peu de type orwellien, où effectivement il y aura des mots qu'on peut prononcer, des mots interdits, et puis surtout ça va verrouiller la parole publique. D'une manière générale, il faut quand même le rappeler, et je crois que les avocats, les juristes français le rappellent souvent, c'est l'interdiction de parole et l'exception. On sanctionne après coup. On dit, vous n'auriez pas dû... si jamais il est... Par exemple, pour prendre l'affaire du Capitole, s'il est établi que via son compte Twitter, Donald Trump a appelé à la sédition, a provoqué une émeute, alors... il faut en tirer les conséquences, le juger, et que ce paramètre Twitter, même si ça n'est que l'une des causes parmi d'autres qui a provoqué l'émeute, eh ben, il sera jugé. Mais si on dit « Ah, Trump, ah non, on n'écoute plus », on interdit, eh ben c'est très inquiétant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas préjuger, on pourrait dire Clément Vellerenal. Puisqu'on a un juriste, avocat, président de la LICRA, Mario Stasi, sur cette question, c'est vrai que ça a été un petit peu choquant de voir tout d'un coup un pouvoir exorbitant des GAFA, en l'occurrence de Twitter et de Facebook surtout. Alors, quelle est votre réaction ? Sur cette question, d'abord, un tout petit préalable, puisque mon ami Simone a présenté son association. Je rappelle la courte présentation
présentation tout à fait sympathique qui est la vôtre, mais que la LICRA, il y a toute conviction politique, toute classe sociale, toute confession, nous sommes transpolitiques, et je le dis, que je sois catholique, juif, protestant, musulman ou bouddhiste, n'a aucun intérêt dans le combat que nous menons, qui est un combat universaliste. La question qui se pose, c'est pas de savoir s'il y a eu censure ou pas. C'est le pouvoir qu'on laisse à une entreprise commerciale de réguler ou non la parole publique. Car rien n'interdisait Twitter de couper. D'ailleurs, couper quoi ? La parole d'un président qui allait s'en aller. Donc, contrairement aux exemples que vous avez précédemment donnés, Erdogan ou Khamenei, Trump partait. Il n'y avait donc aucun courage politique, aucune décision hors norme à précéder l'avenir, couper le sifflet de celui à qui on a donné la parole de façon inconsidérée pendant les 4 dernières années. Il n'y a eu aucun courage. Je n'appelle même pas cela de la censure, c'est de l'exercice commercial d'un fonds de commerce qui est celui de la haine. Et quand on sait que celui qui ne pourra plus déverser de haine n'aura plus de prise sur un pays et qu'on a peut-être intérêt à se rapprocher d'autres puissants, des dirigeants à venir, on coupe le sifflet. La vraie question, elle est en effet de faire en sorte que la parole publique, l'expression, la liberté d'expression ne soit pas aux mains d'entreprises commerciales sans filet aucun, sans contrôle aucun. Et c'est tout le travail que Thierry Breton fait avec la Commission européenne en proposition de directive. C'est tout le travail Cédric O et Laetitia Avia par un amendement dans le cadre de la loi contre le séparatisme, que j'appelle comme ça, vous m'excuserez ce raccourci, c'est tout ce travail que ces parlementaires essayent d'instiller dans la loi, c'est comment faire pour poser des exigences à ces entreprises commerciales qui ne soient pas anticonstitutionnelles en ce sens qu'elles ne brident pas la liberté d'expression, mais qui obligent ces entreprises commerciales, dans le cadre de poursuites judiciaires, à lever l'anonymat, à montrer quelles sont les mesures de modération qu'elles mettent en place, à responsabiliser l'entreprise commerciale. Le vrai enjeu politique, il est là. C'est comment contraindre une entreprise privée qui était dans son droit. On peut penser ce qu'on voulait de Trump. Elle était dans son droit, c'est scandaleux, si vous me demandez mon avis. Et ce que disait Trump est scandaleux. Et la coupure nette, opportuniste de Twitter est peut-être pas aussi scandaleuse que le déversoir de haine qu'on a pu constater, mais en tout cas terriblement choquante. Il faut absolument réguler cette parole lorsqu'elle est dans les mains des puissants. On va y revenir dans quelques instants. Juste Clément Vérénal, un instant. Mais je voudrais émettre une opinion. Attends, juste terminer, Clément. La liberté d'expression, l'opinion, c'est primordial. Mais le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, c'est pas une opinion. C'est un délit. Et alors, la limite, elle est là. Oui, on va commencer par là. Alors attendez, sur le plan des principes, là où je voudrais mettre une petite divergence d'opinion avec Mario Stasi, c'est que le problème n'est pas de savoir si Twitter est une entreprise commerciale ou pas commerciale. C'est tout aussi dangereux si ça a été l'ONU qui décidait qui a le droit de parler, ou si vous montez sur pied un comité international des médias, des journalistes qui décide où est la bonne parole et où est la C'est-à-dire qui s'arroge le pouvoir en quelque sorte. Judiciaire. Parce que tout ce dont on discute, c'est pas juste. D'abord, il faudrait préciser aux auditeurs, il n'y a pas, nous les journalistes, nous le savons, il n'y a pas une parole pure et une parole impure. Il n'y a pas une information fausse à 100% et une information totalement vraie. Ça, c'est une vision un peu totale. Attendez, je termine. C'est un peu une information, c'est un peu une vision totalitaire de l'information. Alors, toutes ces histoires de j'interdis pas, ça s'inscrit souvent dans un contexte très polémique, voire de diabolisation. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans certains forums, voire dans des salles de rédaction. C'est « Ah, un tel ! Ah, surtout pas ! Ah non, on ne l'invite pas ! Ah, on ne veut pas entendre ce qu'il dit !» Mais tout à l'heure, vous parliez de paroles choquantes. Je termine en 15 secondes. Mais c'est pas grave qu'une parole soit choquante. Moi, j'aime bien être choqué. C'est bien, ça crée le débat. Alors après, il y a des limites qui sont des garde-fous. Quand vous passez la ligne jaune ou la ligne rouge, vous êtes sanctionné. Vous êtes sanctionné à la mesure de ce que vous avez dit. Mais l'interdiction de la parole, elle est toujours préjudiciable
pour le citoyen. On va continuer ce débat qui est bien entamé sur Radio J. Les enfants d'Abraham commencent à discuter, c'est le cas de le dire, dans quelques instants. On reviendra sur ce sujet avec, je rappelle à nos auditeurs, la possibilité de voter sur notre question sondage de ce soir. Les discours haineux, il s'agit de cela. Est-ce que la liberté donc d'expression doit être limitée et contrôlée? Écoutez, c'est Radio J. Et en fait, j'avais parlé de Kanye West à plein d'Américains et ils s'étaient littéralement fichus de moi, ils étaient explosés de rire. Donc maintenant, je le dis, c'est Kanye West. Voilà. Ok, très bien. Alors, écoutez, moi, je m'associe à votre tristesse puisque je disais Maria Carey, personne ne comprenait parce que c'est Mariah Carey. Alors, vous parlez de droit. Justement, vous avez instauré le droit à vie en cas de handicap. Ça, c'est une vraie révolution. J'ai voulu simplifier la vie des personnes en situation de handicap, remettre cette confiance entre le fait que j'ai des droits, mais arrêtons de leur demander de prouver sans arrêt leur situation. De l'info, de la musique et de l'humour. 6h, 8h, c'est Ilana Ferradian sur Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre dossier spécial Benyamin Netanyahou, Stop ou encore les forces en présence, les nouveaux partis Gideon Sa'ar, Naftali Bennett peuvent-ils triompher? Et puis, l'actualité des communautés avec la création du fonds d'urgence Myriam Covid-19, les philanthropes au rendez-vous de la solidarité. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio Retour avec nos invités dans notre émission Enfants d'Abraham numéro 3. Aujourd'hui, on parle de la liberté d'expression, mais aussi la nécessité absolue de se battre, de combattre les discours de haine qui sont souvent après des passages à l'acte. On en parlait juste avant cette pause. Simone Rodan, American Jewish Committee, vous prenez des positions politiques importantes avec une organisation qu'on appellerait une ONG en vérité, mais qui s'est impliquée dans ce débat aux États-Unis, la censure du président Trump, même son impeachment. Sur le fond, vous diriez aussi qu'il y a quand même nécessité d'une liberté d'expression qui ne soit pas bridée de cette manière-là, avec finalement les nouveaux maîtres de la communication dans le monde, ce qu'on appelle les GAFAM. Oui, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Clément Valrénal, c'est que il y a quand même une différence entre si c'est une corporation, si c'est Twitter, si c'est Facebook qui prend la décision, ou si c'est dans un cadre de loi. Une des problématiques, c'est qu'aux États-Unis, il y a la liberté d'expression, elle est absolue. Et donc, c'est protégé sous le premier amendement. Et donc, du coup, effectivement, les dispositions sont prises uniquement par les sociétés elles-mêmes. Et ça pose un vrai problème. Dans le contexte français, dans le contexte européen, c'est beaucoup plus facile parce que y a un cadre de loi. Après, on va voir ce qui va sortir, mais c'est plus ou moins l'idée de dire ce qui est illégal dans la vraie vie devrait être illégal dans la vie digitale. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui aux États-Unis et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on se retrouve dans cette situation. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même une énorme hypocrisie de la part de ces GAFAM. C'est que d'un côté, effectivement, ils ont été grandement responsables de 82 millions de followers de Donald Trump. Ils ont pris beaucoup d'argent pour les campagnes politiques, etc., etc. Ils laissent d'un autre côté prospérer. Donc, vous avez mentionné tout à l'heure Khamenei ou Erdogan, mais c'est aussi en France, je ne sais pas, Dieudonné et d'autres. Donc, la haine se déverse tous les jours sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, effectivement, quand la pression politique, elle monte trop, parce que soyons très clairs, c'est ça ce qui s'est passé, ils décident de fermer le robinet. Mais c'est arbitraire, ça ne peut pas fonctionner comme ça. De la même manière que je me souviens depuis des années, depuis une dizaine d'années, à chaque fois quand la LICRA, quand l'UEJF, etc., disent aux réseaux sociaux, il y a un problème sur les hashtags, je ne sais pas, un bon juif, etc., ils nous disent, on est protégé par le premier amendement. Ah non, à un moment, il y a un problème. Il y a un problème d'un cadre dans lequel cela doit se passer. Alors, puisqu'on parle en ce moment de ce débat avec le pouvoir peut-être exorbitant aujourd'hui de ces GAFAM, qui sont des sociétés privées, vous l'avez rappelé, Mario Stasi, peut-être une question d'actualité quand même. On est à la veille de l'investiture de Joe Biden. Alors, beaucoup
bien sûr, ont écrit, ont parlé de cette situation américaine, du danger pour la démocratie américaine. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est osé de le dire, que aussi parmi les assaillants du Capitole, il y avait, et c'est pas un détail, il y avait aussi beaucoup d'antisémites, Clément Venredal. Ça vous étonne pas? Oui, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous en déduisez? Aidez-moi à réfléchir. Est-ce que vous pensez avec que vous. les partisans de Donald Trump finalement comportent dans leur compartiment un certain nombre d'antisémites patentés? Comme il y en a dans d'autres partis, tant aux États-Unis qu'en France, l'antisémitisme, il peut être s'exprimer de manière ouverte ou de manière plus insidieuse. Je n'ai pas mené d'études approfondies sur ce qui s'est passé au Capitole. Je n'ai pas l'impression que l'antisémitisme ou le racisme ait été un mot d'ordre particulièrement rassembleur. On a vu des photographies ici et là d'un certain nombre de frappadingues, passez-moi l'expression, effectivement, qui... Aujourd'hui, puisque nous sommes à l'époque des réseaux sociaux, ces photographies ont fait tout de suite le tour de la planète. Mais pour en revenir à ce qui s'est passé au Capitole, de manière plus large, moi personnellement, mais je suis certainement moins un spécialiste des États-Unis que Simone Rodan, mais je n'ai pas l'impression que les institutions américaines aient été à un quelconque moment mises en danger. Le sentiment que j'ai vu depuis, en regardant comme tout le monde sur mon téléviseur depuis Paris, c'est qu'au moment même où les manifestants, les insurgés, appelez-les comme vous voulez, ont franchi le pas du Capitole, ils ont eux-mêmes ruiné leur propre cause et dans la même foulée, la cause du président Trump, qui avait certainement joué un peu, avec un discours enflammé, avait effectivement enflammé la foule. Ah non, mais je ne dis pas qu'il n'y avait pas une part de responsabilité, je l'ai dit déjà tout à l'heure, en disant que si dans les tweets et dans les discours, parce qu'il n'y a pas que les tweets, il n'y a pas que les réseaux sociaux, si on peut trouver une incitation à cette forme à l'envahissement du Capitole, ça peut avoir des suites judiciaires. Mais en tout cas, sur la question de l'antisémitisme, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'un côté, parce qu'on voit bien quand même comment le débat essaye de se formater, qu'il y ait d'un côté les méchants trumpistes qui sont forcément racistes et antisémites, tout ça pour blanchir le camp d'en face en disant de l'autre côté, il n'y a que des démocrates au sens général du mot et des antiracistes. Mario Stasi, alors c'était pas si grave que ça, le Capitole? J'ai pas dit que c'était pas si grave. Alors, je ne suis pas spécialiste de la géopolitique, peut-être Clément, on va se tutoyer. Hein, et tu es un peu plus. Moi, je ne pense pas du tout que c'est un acte de. Je pense que c'est un acte fondateur. Je pense que Trump savait qu'il n'aurait plus le soutien des Républicains à force d'avoir joué contre la démocratie, ne pas avoir accepté sa défaite et que c'est un acte fondateur. Je pense que Trump va essayer de créer une dynamique derrière lui avec une chaîne de télévision, de médias, et que cet acte de rébellion, cet acte de refus face à une élection dont il considère qu'ils ont été volés, je pense au contraire que c'est pas la fin d'un cycle, je pense que c'est le début d'un cycle. Et je termine en disant que il y avait beaucoup de complotistes. Il y avait des QAnon, il y avait beaucoup de complotistes, il y avait des antisémites. C'était un agrégat. Alors, ceux qui étaient là, la plupart de ceux qui étaient là, ceux qui étaient moteurs, c'était un agrégat de basse pensée. Je ne trouve pas d'autres termes c'est un conglomérat. Alors, je ne dis pas que tous les électeurs de Trump le sont, mais il s'est appuyé sur ceci pour, à mon avis, poser un acte qu'il espère être un acte fondateur. Voilà. Bon, donc, alors, je suis beaucoup moins optimiste que tu ne l'es. Je suis plutôt d'accord avec Mario parce que le problème aujourd'hui, et d'ailleurs ça rentre également dans la question de la fermeture du compte de Twitter et de Facebook de Donald Trump, c'est la polarisation en fait de tous les camps politiques aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une radicalisation du spectre politique. D'un côté, effectivement, les Trumpistes au sein du Parti républicain. Et je pense que Mario a raison, que l'objectif, effectivement, de Donald Trump, c'est de faire une sorte de sécession au sein même du Parti républicain, de prouver, en fait, aux républicains que c'est lui qui a le plus de followers avec lui. Et de l'autre côté, et c'est là où je suis pour le coup également d'accord avec Clément, que l'antisémitisme est également très présent au sein d'une partie de l'électorat du Parti démocrate. Mais on voit
et c'est ça qui est très dangereux, je pense, aujourd'hui. On voit une radicalisation du spectre politique américain. On voit ne plus du tout une sorte de partage du commun. Et une des conséquences dangereuses, je pense aussi avec la fermeture de ce compte, c'est qu'est-ce qui va se passer de ces 74 millions d'électeurs de Donald Trump? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont quitter Twitter? Est-ce qu'ils vont rejoindre une autre plateforme? Qu'est-ce que Donald Trump va faire? Et effectivement, on voit aujourd'hui déjà quelque chose, c'est-à-dire des réalités parallèles, des gens qui ne partagent plus rien, qui vivent dans un autre monde, d'un côté et de l'autre. Et ça s'appelle, là, il y a vraiment un risque d'un jour, j'aime pas utiliser ce terme, mais d'une sorte de guerre civile. Voilà, la guerre civile. On parle de ce sujet d'actualité fondamentale. Clément, on va y revenir dans quelques instants. On reste dans notre sujet, les enfants d'Abraham, pour parler des discours de haine et du rôle que peut avoir la régulation, on peut dire, sur la liberté d'expression pour contrôler ces discours de haine. On vient de le dire ici, les plateformes numériques, ce qu'on appelle les GAFAM, sont un démultiplicateur de la haine, en l'occurrence sur ça. Et je voudrais qu'on rentre dans la deuxième partie de notre émission sur ces discours de haine. Justement, la plus effroyable récente affaire en France a été bien la décapitation d'un professeur d'histoire géo, Samuel Paty. Au lendemain d'ailleurs de cette affaire terrible, le président Macron avait demandé une charte de l'islam de France signée d'ailleurs dimanche par le Conseil français du culte musulman. J'ai envie de poser la question un peu abrupte, mais faire la relation entre l'assassinat, la décapitation d'un professeur de l'école publique et l'islam, est-ce que c'était, à votre avis, de bonne aloi et de bonne politique? Alors Mario Stasi. Et si je vous disais que la LICRA avait signalé à Twitter, en août dernier, des propos antisémites tenus par l'assassin de Samuel Paty, et que Twitter, s'il a effacé les propos, a refusé de supprimer le compte? Vous n'attendez pas à cette réponse, mais vous voyez comme il y a un lien entre le précédent débat et celui-ci. Et quand je dis qu'il faut responsabiliser les acteurs, que je suis évidemment un fervent partisan de la liberté d'expression, mais qu'il faut responsabiliser les acteurs, on en a une illustration. Ils ont choisi de ne pas supprimer le compte et ils n'en subissent aucune conséquence. Donc c'est un pouvoir qui n'a pas été utilisé. Donc dans leur système de modération, dont nous ne connaissons pas la teneur, il n'y a rien, il n'y a aucune transparence chez Twitter. Leur système de modération leur a permis de dire ce compte-là, je ne le ferme pas. Voilà, Twitter, on sait que Facebook aussi a au moins autant d'importance, sinon plus d'ailleurs que Facebook. Mais beaucoup plus de transparence chez Facebook. Il faut quand même être honnête. Simone Redan, sur cette question, l'islamisme, qui est désigné comme le plus grand danger après ces assassinats de Samuel Paty, des attentats dans des églises et autres affaires terribles de ces derniers mois. Alors, premièrement, la réalité, c'est que la séquence du discours des Mureaux du président Macron et la volonté du président Macron de lutter contre l'islamisme et l'islamisme séparatiste, elle date avant l'assassinat de Samuel Paty. Moi, je pense que c'est très important, ce projet de loi que nous avons là devant nous, qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale. C'est la première fois, je pense, que la France s'empare vraiment de ce sujet. C'est aussi une des raisons pour laquelle on voit que le monde entier, du président Erdogan au ministre pakistanais, à une partie de la presse anglo-saxonne, accuse la France d'étant islamophobe et raciste, et avoir un racisme d'État. Donc je pense que ça prouve plutôt qu'on a, on a une bonne démarche. Donc je pense que c'est ce que nous voyons aujourd'hui discuter à l'Assemblée nationale, c'est effectivement une sorte d'acte fondateur pour lutter contre l'islamisme, qui est effectivement c'est pas le seul, mais l'un des plus grands dangers pour la France. La charte, justement, de l'islam
de France a été signée finalement. Elle a trouvé l'accord de toutes les organisations musulmanes au sein du CFCM. Pas tous. Alors c'est la question qui allait arriver. Quand on dit pas tous, ça veut dire que c'est ça le bas qui blesse? Pas forcément. Moi, je ne suis pas. Vous savez, je ne pense pas que l'unanimité soit une bonne chose. C'est normal dans tout groupe, dans toute communauté. Vous avez des opinions divergentes, et vous avez toujours à la frange des gens qui professent des opinions plus extrêmes, plus extrémistes, mais pas forcément. Ça n'est pas forcément inquiétant. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Le problème, c'est que l'ère des prophéties s'est arrêtée avec le second temple donc de Jérusalem. Donc, on ne sait pas personne ne sait ce que ça va donner. Mais si on regarde, si on se retourne sur notre passé, alors on peut imaginer, il y a un scénario optimiste. Ça ne va pas forcément ne pas marcher. On sait que... Alors, il ne faut pas tout comparer, il ne faut pas dire tout vaut tout, mais les Juifs, eux, ont accepté au XIXe siècle de dialoguer avec la société française qui voulait des assurances. Et puis, enfin, de se soumettre, on peut dire oui, aussi. Mais le judaïsme est toujours là. Le judaïsme est toujours là. Le judaïsme a trouvé un modus vivendi pour une période donnée avec la République. Alors, il y a un scénario pessimiste. C'est toujours très délicat de l'évoquer, mais il y a un scénario pessimiste, c'est la violence islamiste, c'est une mise en place violente de l'islam dans la société française. Ce scénario, pour l'instant, n'est pas forcément généralisé, n'est pas forcément le bon. Il y a aussi un scénario qui peut être optimiste, c'est que l'islam trouve sa place. Vous savez, l'islam... toujours délicat quand on n'est pas musulman de parler à la place des musulmans. Mais l'islam, objectivement, il y a un paramètre que l'on peut citer, qui est objectif, c'est qu'il a toujours été, dans les pays où il s'est trouvé, majoritaire, voire unanime. C'est la seule religion, dans beaucoup de pays, c'est la seule religion que l'on peut avoir. L'islam de France, qui est en train de se chercher, va peut-être apprendre justement à vivre de manière minoritaire, ça n'est pas un gros mot, ça n'est pas péjoratif, et à trouver sa place. Peut-être que cette charte, un peu comme il y a eu le pacte passé entre les Juifs et la République, peut-être que ça va marcher. Voilà, on l'espère. Le consistoire, le grand Sanhédrin, ça nous ramène 2 siècles avant, mais c'est vrai que le judaïsme, vous le dites si bien, est resté en France, en dépit des vicissitudes, évidemment, de l'histoire. Mario Stasi, je repose la question, parce que l'islam, on fait le rapport directement entre... Vous, ça vous gêne souvent, je crois, qu'on fasse le rapport entre l'islam et l'islamisme, entre la menace islamiste et finalement la présence de la religion musulmane? C'est pas une question de gêne. Enfin, les choses ne sont, pas si simples. Je dis pas simpliste, ne m'en veuillez pas. Quelques réflexions. D'abord, il est évident que l'horrible assassinat de Samuel Paty, d'ailleurs, je vous invite tous à lire le DDV, Droit de vivre, nouvelle formule, qui est en kiosque d'ailleurs, et qui traite le journal de la LICRA, qui est sorti et qui traite de cette réflexion et toutes les réflexions autour du séparatisme, de la laïcité et autres. Il est évident que ça a été un accélérateur, c'est horrible ce terme, mais de prise de conscience politique. Il fallait une loi contre le séparatisme, il fallait une loi qui réaffirme des principes de la République. Il y a un terme que l'on n'a pas utilisé ici et qui est pourtant utilisé par aussi les représentants. Je lisais un article, une interview absolument passionnante d'Abdenour Bidar, les représentants certains de la religion musulmane, les penseurs, c'est le terme de la laïcité. Et ce texte est un texte en ce moment en discussion particulièrement important puisqu'il réaffirme certains principes et je ne vois pas en quoi, lorsqu'on lit les réflexions de M. Bidar, l'islam ne serait pas compatible avec la République. J'ajoute que ce texte, et la charte d'ailleurs qui vient affirmer quelques principes qui découlent du texte, c'est fin à l'ingérence des financements étrangers, affirmation de l'égalité entre l'homme et la femme, l'apostasie, ça c'est la charte qui est rendue tolérée, enfin, lutte contre l'antisémitisme, création d'un Conseil national de l'islam pour la formation. Il y a toute une prise de conscience, en tout cas politique, sur la nécessité qu'il y avait à mettre par écrit des principes qui, s'ils sont appliqués,
font que l'islam est tout à fait compatible, et d'ailleurs il l'est lorsqu'il est exercé, comme M. Bidar le professe notamment, avec la République. Le vrai problème, et le problème à venir, et tu as raison Clément, c'est que faire de cette charte ? C'est l'unanimité, peut-être qu'elle n'y sera pas. Il y a même, je crois, parmi les signataires, l'ex-UOIF, c'est dire... des ingérences étrangères. Voilà, non, mais c'est dire si les signataires signent qu'allons-nous faire de cette charte. Après, il faut une volonté politique de tirer les conséquences du non-respect de la charte. C'est-à-dire que ceux qui ne signent pas ou ceux qui ne respectent pas la charte, ceux qui continuent à promouvoir la scolarisation à domicile avec du prosélytisme et autres, quelles seront les sanctions que le politique mettra en place ? Surtout que théoriquement, dans la charte, il y a une partie coercitive. C'est-à-dire que c'était pas évident au départ. Il y a une partie dans la charte qui dit clairement que s'il y a non-respect des règles ou des choses établies dans la charte, il y a coercition. Après, la question, comment on dit en anglais, the devil is in the detail, et le diable est dans les détails. Et dans le détail, et ce n'est pas du détail, évidemment, comme dirait l'autre, ce n'est pas un détail, c'est assassinats, ces derniers... Dernier point, Samuel Paty et les réseaux sociaux, le rôle des réseaux sociaux est tel dans l'assassinat de Samuel Paty que dans ce texte qui vient en discussion, ont été insérées, comme je l'ai rappelé, des dispositions qui visent à obliger à une certaine transparence. Les réseaux sociaux, sur injonction judiciaire, devront donner les identifiants de celui qui fera la promotion de l'antisémitisme, du racisme et autres atrocités sur la toile. C'est le début de la fin de l'impunité. Le début de la fin de l'impunité, notamment de ces réseaux sociaux qui ont une puissance phénoménale. Alors vous nous écoutez sur Radio J, il est 21h36, nous sommes en direct. Vous pouvez toujours répondre d'ailleurs à ce sondage sur la page Radio J de Twitter. En l'occurrence. Et cette question, c'est sur les discours de haine, la liberté d'expression doit-elle être contrôlée ? Vous êtes déjà 60% à dire oui pour le contrôle de cette liberté d'expression dans le cadre d'une lutte contre les discours de haine qui sont souvent après des passages à l'acte. Sur cette question, on reste un instant parce que ça a été, il faut bien mettre l'accent sur les derniers événements, alors plus ou moins dramatiques. Il y a eu l'assassinat bien sûr de Samuel Paty, puis il y a les affaires de cette jeune fille Mila, en passant par celle de Zineb Al-Razaoui. Tout ça, sans ces réseaux sociaux, finalement, il n'y aurait pas eu une telle vindicte, une telle violence inouïe sur ces jeunes gens-là. Et là, on a l'impression qu'on est dans le sujet absolument de la partie. On va en parler juste après cette pause. Enfants d'Abraham, la suite de notre débat en compagnie de Clément Velrenal, de Simone Redan et de Mario Stasier. Nous parlons de cette question, c'est un sondage qui a démarré d'ailleurs depuis hier sur Radio J, que vous pouvez consulter sur la page Radio J de Twitter, c'est-à-dire sur les discours de haine. Est-ce que la liberté d'expression doit être contrôlée, doit être limitée ? Et là, il faut redire peut-être des choses évidente, mais importante, Clément Velrenal. D'une part, oui, il y a des généralités, mais on ne va pas trop s'y attarder. La liberté d'expression n'est pas absolue, elle est contrôlée, y compris sur les réseaux sociaux. Si vous formulez un appel au meurtre ou quelque chose ou une phrase d'un racisme évident, vous aurez des comptes à rendre à la justice. Alors après, il faut raisonner, savoir comment on régule, qui régule, quelle loi passer, sans porter atteinte à la liberté d'expression. Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne dans tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est que on focalise un peu trop sur les réseaux sociaux. C'est haro sur le baudet, haro sur les réseaux sociaux qui sont un peu... aujourd'hui, c'est l'explication un peu facile. Ah, c'est les réseaux sociaux. C'est le peuple qui se permet de s'exprimer. C'est monsieur tout le monde qui ne rentre pas dans le rang. C'était mieux à l'époque de la Pravda, où il y avait un seul journal et où on pouvait lire la bonne parole. Bon, c'était un raccourci. Les grands médias, les médias mainstream, comme on dit aujourd'hui, les grands médias ne sont pas exempts de fake news et de discours de haine. Et je suis bien placé pour le savoir, je me suis penché sur le phénomène. Ça fait plus de 20 ans, voire 30 ans que ça dure, notamment en matière de diffamation anti-israélienne, où on a diabolisé Israël de manière, à travers toutes sortes de fake news, de photos, de fausses informations, de diabolisation, où on a présenté l'armée israélienne comme une armée
tueuse d'enfants, et on sait à quel point cette diabolisation a fait prospérer une haine antisémite en France, et je peux vous assurer que, alors quand aujourd'hui on voit que c'est dans ces grands médias que l'on organise le procès des réseaux sociaux. Alors on parle des grands médias de masse, les médias traditionnels. Oui, les grands médias. On va y revenir d'ailleurs dans quelques instants, mais vous avez raison de le dire d'ores et déjà. Je trouve que c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité ou la vessie qui donne des leçons à la prostate pour être trivial. Mario Stasi. Tu as tout à fait raison. Les réseaux sociaux, ce sont des démultiplicateurs. Ils exacerbent un racisme et un antisémitisme qui existent et ils permettent la propagation. La vraie différence avec les médias traditionnels, c'est que les médias traditionnels, on peut les poursuivre en justice. On sait qui toucher, on sait qui est responsable, on sait lorsque la borne est franchie, qu'ils seront peut-être condamnés parce qu'ils se retrouveront devant les tribunaux. Aujourd'hui, quand un tweet qui vise Yael Braun, qui la traite d'antisémite, qui est antisémite et qui vise Yael Braun, que je connais, qui est une personne absolument remarquable, et qu'elle cherche, une députée présidente de la commission des lois, et qu'elle demande l'identifiant de celui ou de celle, et que Twitter ne répond pas, Yael Braun ne peut pas poursuivre celui. Donc on est bien obligé de parler de ce sujet, voilà. Clément. Non mais alors là, on est d'accord. Il y a une solution à trouver. Il y a des régulations. Techniquement, c'est possible. On va y venir. Techniquement, on peut imaginer toutes sortes de solutions. C'est vrai que ça démultiplie, mais ça démultiplie la bonne information comme la fausse information. Mais comme le disait Simone Rodan, c'est une forme de thermomètre. Ça permet de quantifier. On voit ce qui circule. On peut faire la différence entre un vrai mouvement, une vague de fond dans l'opinion. On l'a senti au moment des Gilets jaunes. On l'a senti arriver. Ou ce qu'on appelle un troll qui va. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est aussi la discussion de bistrot d'aujourd'hui. C'est le graffiti de pissotière d'aujourd'hui. On le sait. Et comme vous le disiez, Simone Rodan, les 74 millions de followers de Trump, qui bien sûr ne sont pas tous de dangereux terroristes, il y a certainement de très bons citoyens, ces 74 millions, ils vont aller où? C'est très bien aussi d'avoir le baromètre des réseaux sociaux, mais il faut trouver, non mais là où je suis d'accord avec vous, il faut trouver des systèmes de régulation. Il ne faut pas banaliser les paroles de haine. Évidemment que ça doit être un lieu d'échange et d'expression. Mais sale juif, c'est pas un lieu d'échange et d'expression. On le sait, non, ça. Mais voilà. Oui, mais c'est pas nouveau. Mais le code pénal le dit, on le sait très bien. Mais il faut pouvoir sanctionner. Alors il faut trouver parce que les lois existent. Le code pénal français le dit, le code pénal européen le dit d'une certaine manière. Mais encore une fois, l'un des problèmes, c'est aussi qu'on est dans un monde globalisé. Et il n'y a quasiment pas de débat, pas de dialogue aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis sur cette question, et c'est fondamental. Encore une fois, ce qu'on a vu aujourd'hui, les questions qui se sont posées avec la fermeture du compte de Donald Trump, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment, il va falloir que nous ayons cette conversation-là, parce que on a deux approches fondamentalement différentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais quand même juste dire, il y a aussi une deuxième chose qui est très différente des médias, des réseaux sociaux par rapport aux médias traditionnels, c'est la question des algorithmes. C'est-à-dire l'enfermement des gens dans des algorithmes. C'est-à-dire qu'une fois, je sais pas, je vous donne un exemple, je décide de regarder une vidéo de Dieudonné. Qu'est-ce qui va se passer? Je regarde une vidéo de Dieudonné, YouTube va automatiquement me proposer des vidéos similaires comme celle de Dieudonné. Donc je tombe en fait dans une sorte de tunnel d'opinion, toujours la même chose. Oui, mais c'est comme ça aussi qu'aujourd'hui vous formez en fait, notamment les jeunes, une réalité un conspirationnisme, des discours de haine, parce qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus d'opposition. Et ça, Trump l'a très bien compris. Bien sûr. C'est comme ça qu'il a formé ses troupes entre guillemets. Je ne vois pas pourquoi le système américain s'imposerait au système européen, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la responsabilisation, c'est faire en sorte que les GAFA aient une représentation juridique en Europe ou en France, parce que tout peut être dit si on sait qui le dit, sauf ce que la loi interdit. Article 10. Mais regardez comment... Voilà.
comment cette histoire des réseaux sociaux et du conspirationnisme des uns ou du conspirationnisme des autres est quand même un peu orientée. Dès qu'il s'agit de Trump, on dit « Ah, regardez, les réseaux sociaux, ils manipulent, ils mentent, etc. » Quand c'est Obama qui a été élu, j'ai entendu des vivas et des félicitations partout. On dit « C'est le premier président qui a été élu grâce à l'action sur les réseaux sociaux. » Rappelez-vous, on disait « C'est formidable, il a compris l'outil Twitter. » Dans un cas, comme Obama était censé incarner le bon, le bien et le juste, on applaudissait. Et quand c'est Donald Trump qui gagne, on dit c'est affreux, c'est de la propagande. Alors, un peu d'équilibre. Il y a le meilleur et le pire, et j'allais dire, pardon de la provocation, c'est comme pour les religions. Oui, il y a le. Vous êtes en train de me dire que le meilleur c'est Obama et le pire c'est Trump. Il y a le meilleur et le pire dans les réseaux sociaux. Enfant d'Abraham, on reste tranquille un instant sur ce. Nous n'avons jamais été aussi tranquilles. Qui s'enflamme un petit peu. Presque d'accord. Je voulais évoquer ce que j'aurais pu appeler la lubérisation des discours et des actes haineux, avec cette affaire notamment de Deliveroo, un livreur qui ne veut pas livrer aux Juifs, et finalement, et on sait aussi qu'aujourd'hui un certain nombre de taxis, c'est le cas de le dire, de l'ubérisation, sont capables aussi de faire de la discrimination. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Notre sondage, on le rappelle sur Twitter, page Radio J, les discours de haine, qui sont souvent des discours qui commettent le passage à l'acte. La liberté d'expression doit-elle être limitée, contrôlée? Vous répondez en majorité oui. Depuis quelques minutes, vous pouvez toujours voter. On a évoqué tout à l'heure, on a effleuré le sujet avec Clément sur les médias traditionnels de masse, le traitement de l'actualité au Proche-Orient. Est-ce que ces médias, vous avez répondu tout à l'heure, doivent être mieux contrôlés pour jouer aussi un rôle, notamment contre l'antisémitisme? C'est la question qui se pose. Peut-être qu'on aurait pu d'ailleurs définir la chose. Je parle de haine, la haine en général. C'est vrai que la haine raciste et antisémite, c'est celle qui nous inquiète le plus. Il y a eu cette fameuse définition de l'IHARA, c'est l'International Holocaust Remembrance Alliance, qui donne la définition de l'antisémitisme et qui précise quelque chose qui va nous intéresser, peut-être là dans ce débat. L'antisémitisme peut se manifester par des attaques à l'endroit de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive. Cette définition de l'IRA, c'est un combat pour vous, Simone Rodan? Oui, c'est extrêmement important. Donc pour vous donner un tout petit peu de contexte, c'est AJC qui était à l'origine dans l'écriture, à la création de la définition de travail de l'antisémitisme en 2003-2004, tout simplement parce qu'en fait, on s'est rendu compte que on n'avait pas une définition de ces nouvelles formes d'antisémitisme, et notamment les formes d'antisémitisme qui sont liées à la haine d'Israël. Et pour pouvoir le combattre, l'antisémitisme, il va bien falloir le définir. C'est très important parce que ça permet en fait des choses très simples. Je vous donne un exemple. En Allemagne, en 2014, je pense, il y a eu des manifestations, vous vous souvenez certainement, à Gaza. Quand il y a eu la guerre entre Israël et... Des manifestations en Allemagne. Non, des manifestations en Allemagne, quand il y a eu la guerre entre le Hamas et Israël. Et une synagogue à Wuppertal, en Allemagne, a été attaquée. La Cour de justice a dit que cela n'était pas de l'antisémitisme. C'était pas un crime de haine parce que c'était une expression légitime d'une expression politique légitime pro-palestinienne. Si on avait eu la définition de l'antisémitisme, si l'Allemagne à l'époque avait déjà adopté la définition de l'antisémitisme et donc le juge avait été formé pour pouvoir répondre à cette question, c'était impossible. Donc je pense que c'est effectivement très important parce que autant on peut la plupart des gens savent reconnaître l'antisémitisme quand il est néo-nazi, autant ça devient plus difficile quand c'est lié à la haine d'Israël. Et la haine et la fameuse question de l'antisionisme. Je sais que vous allez dire quelque chose dans un instant, Clément, mais je voudrais qu'on avance juste sur ce dossier parce que non, vous allez pouvoir répondre sur les deux questions. La loi Avia, cette députée qui était censée lutter contre la haine, notamment
sur ce qu'on appelle depuis tout à l'heure les réseaux sociaux. D'ailleurs, vos deux organisations, la LICRA et la JC, ont participé, mais cette loi a été retoquée à juste titre parce qu'il y avait par exemple l'obligation qui pèse sur les réseaux de retirer en 24 heures les contenus illégaux, haineux, et ça n'a pas été jugé compatible avec la liberté justement d'expression. C'est la substance même de cette loi qui a été vidée. Vous pensez que c'est une mauvaise chose, Mario Stasi ? Je pense que c'était un premier pas. Voilà, je pense que ça a été un premier travail parlementaire, qui a certes été censuré par le Conseil constitutionnel, mais le deuxième travail parlementaire, c'est celui qui, en ce moment, fait l'objet d'un amendement, qui a pris acte de cet équilibre à trouver entre la liberté d'expression et la régulation des réseaux sociaux, et qui souhaite imposer une transparence, une modération, une réponse aux injonctions judiciaires. Toujours, vous voyez, la politique, c'est prendre un marteau et taper toujours mon marteau à moi, c'est responsabilisation. Voilà, au moins dans le même clou. Hein, voilà, au moins les réseaux sociaux seront responsabilisés. Alors c'était un premier pas. Ça a été un échec, ça a été censuré, mais c'est un premier pas. C'était pas inutile, loin de là. Clément Vérénal ? Oui, j'aimerais revenir sur ce que disait Simone Rodan, sur cette fameuse distinction antisémitisme, antisionisme. On sait ce que les ennemis d'Israël et certains ennemis des Juifs nous disent. Bien sûr qu'on peut critiquer Israël. Bien sûr qu'on a le droit de critiquer, même injustement. Mais justement, la seule chose qu'on revendique, c'est de pouvoir répondre à cette critique par une contre-critique. Et vous, tout à l'heure, en début d'émission, vous avez dit comment combattre la haine. Le meilleur combat, c'est la liberté d'expression, de pouvoir opposer argument contre argument. Alors, je vous ai amené un petit cadeau. Mais rassurez-vous, je vous le livre en express, en 20 secondes. Pas par Deliveroo. Non, mais c'est un vieux débat. C'est une vieille arnaque, si j'ose dire, cette distinction entre antisionisme et antisémitisme. J'ai trouvé, c'est formidable, Internet, je suis allé fouiller dans les archives du Monde sur mon ordinateur, et je vous cite un article, une tribune parue dans Le Monde. Ça date pas d'hier, ça date du 29 novembre 1952. C'est l'antisionisme n'est pas l'antisémitisme. C'est le titre de la tribune signée par François Honty, qui deviendra le fondateur du Monde diplomatique. Et à propos de quoi il dit l'antisionisme n'est pas l'antisémitisme? À propos du procès Slansky en Tchécoslovaquie, Slansky le juif qui sera pendu. On sait que ce procès s'est accompagné d'un déferlement d'antisémitisme. Eh bien, ce pilier du Monde et fondateur du Monde diplomatique nous expliquait déjà à l'époque que ça ne pouvait pas être de l'antisémitisme et que les accusations de sionisme contre Slansky étaient fondées. Vous dites que l'antisionisme, ça a toujours été le fauné historiquement. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Les Russes de la philosophie. Je vous ai amené ce cadeau. Voilà, un beau cadeau. Le facsimilé. Puisque vous citez Le Monde avait aussi titré sur Roger Garaudy, négationniste, qu'il était un philosophe antisioniste. Ça fait aussi partie du folklore, parfois de la presse française, comme on dit, de la grande presse française. On arrive à la dernière partie de notre émission Enfants d'Abraham. Vous avez été de vrais enfants d'Abraham, discussion vive, mais toujours courtoise, bien évidemment. Là, j'ai envie de vous poser des questions plus personnelles, puisque vous êtes des acteurs engagés, chacun à votre manière, citoyens ou journalistes, ce qu'on appellerait les actions proactives des enfants d'Abraham. Alors, c'est vrai que Israël, en ce moment, est au top, un peu image avec sa politique contre le Covid. C'est pas arrivé tous les jours, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en un mot, quand même, Clément, je voulais vous entendre sur ce que vous avez dénoncé avec notamment une association qui s'appelle Information Équitable, enfin, en l'occurrence, que vous avez relayé. C'était sur des reportages qui sont faits dans la chaîne nationale France Inter, qui vous semble un peu déséquilibrée, c'est ça ? Non, je peux juste vous citer effectivement ce site internet qui est un site effectivement de qualité. Vous connaissez. Oui, qui est le site Info Équitable, qui mène qui fait un travail tout à fait pertinent contre la désinformation anti-israélienne, sans invective, sans cri d'orfraie, et qui très précisément. Voilà, et qui simplement fait un travail qu'on appelle aujourd'hui de fact-checking. Il montre effectivement comment la haine peut se dissimuler derrière ce qui se prétend être de l'information. C'est pas la haine, en tous les cas, dans cette émission Enfants d'Abraham. L'American Jewish Committee, Simone Rodan, a créé une association qui s'appelle Mimouna, artisan d'un dialogue entre les jeunes Israéliens, les jeunes Marocains et les jeunes Américains. Alors, vous regrettez aussi que, puisqu'on parle des médias aujourd'hui, que ces accords, notamment d'Abraham, sont peu médiatisés en France ?
Alors, c'est pas nous qui avons créé Mimouna, c'est les Marocains eux-mêmes c'est une association marocaine, mais on a un partenariat avec Mimouna parce qu'effectivement, EJC, ça fait plus de 20 ans voire plus, qu'on engage un dialogue avec des pays, avec des associations, avec des acteurs qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël. C'est le cas avec les pays du Golfe, donc on a été vraiment les premiers. On ouvre d'ailleurs bientôt, je peux vous le dire en avant-première, un bureau à Abu Dhabi. C'est bien évidemment aussi le cas du Maroc, de la Tunisie, etc. Oui, je le regrette. Alors, ça a été couvert, bien évidemment, mais je le regrette quand même parce que je trouve qu'il y a quelque chose de formidable qui s'est passé avec ces accords, qui donne, dans un moment, soyons très clairs, assez morose, assez triste pour tout le monde, une lueur d'espoir. Ça veut dire que la paix est possible. J'étais, il y a quelques semaines, aux Émirats. C'est formidable de voir qu'en 1 mois et demi, il y a 80 000 Israéliens qui se sont déplacés à Abu Dhabi et à Dubaï, de voir, d'entendre de l'hébreu partout, d'aller dans des restaurants, d'entendre la musique israélienne, à côté, voilà, de femmes voilées, et voilà. Donc, c'est quand même de voir aujourd'hui, à un moment où effectivement les choses sont très tristes, de voir qu'il y a la paix est possible, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose pour les enfants d'Abraham. Ma dernière question, mon dernier tour de table, mais je vais l'adresser à Mario Stasi, qui tout à l'heure justement se demandait à quelle sauce il allait être mangé, en l'occurrence sur les combats de l'Alikra. Mais ma question sera beaucoup plus simple et comme ça brûle pour point. Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant d'Abraham pour vous ? Que c'est une chance de pouvoir vivre avec une transcendance et que la spiritualité intime est un complément, une richesse indispensable dans le combat public pour une société laïque. Clément, vous êtes un enfant d'Abraham. Vous êtes au courant ? On a vendu la mèche. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, être enfant d'Abraham ? Ça signifie savoir que l'homme n'est pas perdu, que je ne parle pas que des juifs, je parle de tous les hommes, qu'on s'inscrit dans un projet et qu'on peut, quelle que soit notre croyance, être à la recherche, à l'écoute plutôt d'une transcendance, et que pour cette écoute, on n'est pas démuni. Il y a des textes anciens, la Torah bien sûr, le Coran aussi, et les évangiles, et que sans rentrer dans le débat croyant, pas croyant, il faut interroger les siècles passés et les générations qui nous ont précédés. Simone Redan, dernier mot. Une enfant d'Abraham, ça vous va ? Ça me va. Les deux me vont. Ce qui est pour moi le point commun des deux interventions précédentes, et là, je m'inscris là-dedans, c'est le commun et c'est l'universel, c'est la transcendance. Merci Simone Redan Benzaken, c'est pour votre mari qui écoute l'émission en ce moment. Et merci Clément Velrenal et Mario Stasi d'avoir été avec nous. Je vous donne le résultat pour l'instant d'un sondage auquel vous pouvez toujours participer. Il reste encore 12 heures, c'est le cas de le dire. Vous avez été 60% à voter oui. La liberté d'expression doit être contrôlée, bien sûr, pour combattre les discours de haine. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans cette émission et on se retrouvera bien sûr dans quelques instants avec Avner pour la musique orientale, c'est le cas de le dire, ou judéo-orientale. Et quant à nous, si vous le voulez bien, ce sera mardi prochain 21h.